Noël 2020, malgré la crise sanitaire, eh bien, on n'a pas manqué de sacrifier à la tradition de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Dans les églises, on a prié eh bien, la providence divine, peut-être, pour essayer de juguler ce moment de difficulté. La Noël, c'est aussi la période des jouets pour les enfants et malgré le contexte un peu morose et compliqué, les enfants n'ont pas manqué d'aller chercher les cadeaux. Nous sommes allés dans les grandes surfaces où même jusqu'au dernier jour, eh bien, les rayons pour jouer ont été pris d'assaut par les parents et les enfants. Dans ce journal également, nous vous emmenons à Kaya où il y a eu aussi Noël dans une famille de déplacés internes, une femme et ses 6 enfants qui sont réfugiés à Kaya depuis près de 2 ans maintenant. Vous allez voir des images exceptionnelles et un Noël exceptionnel avec une famille réfugiée à Kaya. C'est le grand format de ce journal. Et puis Noël, mais tristesse aussi. On a appris aujourd'hui le décès de Soumaïla Cissé, l'opposant malien. Il est décédé, victime de Covid-19 à Paris aujourd'hui. Une nouvelle qui a fait le tour du monde et qui a semé la tristesse un peu partout dans les capitales africaines. Nous y reviendrons. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Noël 2020, Noël pas comme les autres. Il y a la crise sanitaire, la Covid-19 toujours présente avec son lot de malades et de décès. Alors, plus que jamais, les chrétiens se souviennent du Sauveur Jésus-Christ. On a prié dans les églises. Direction donc la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou où s'est déroulée la messe de la Nativité dans une ambiance d'espoir et d'amour malgré le contexte difficile. Justin Amonto. Jour de joie, jour de fête pour les chrétiens fidèles catholiques. C'est Noël et ici à la cathédrale de Ouagadougou, c'est la célébration de la messe de la Nativité du Sauveur. Noël est une fête joyeuse parce que nous célébrons la naissance d'un enfant et comme vous savez, la naissance d'un enfant dans une famille suscite de la joie, suscite de l'espoir. Cette fête nous demande d'être dans la joie, d'être dans l'espérance et d'être vraiment des acteurs, des artisans de paix, des artisans de réconciliation parce que Dieu en venant dans notre humanité réconcilie notre humanité avec lui et nous rentrons dans la sphère de la divinité. Enfants et adultes, tous célèbrent ce moment dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Cette fête de Noël est un moment de prière et d'espoir pour tout chrétien. Nous gardons espoir qu'on finira par trouver une solution pour cette pandémie qui fragilise et qui d'ailleurs aussi montre notre fragilité, ce que nous sommes. Cette fête nous demande d'être solidaires, comme Dieu il est solidaire avec nous, de partager ce que nous sommes, ce que nous avons et de préserver la vie. Hors de la chapelle, les parents de Jésus-Christ, Joseph et Marie, version burkinabé, sont imités par 2 enfants de la paroisse. Une manière pour eux de rendre belle la fête de Noël au Burkina Faso. Ah, les enfants et leur innocence, quel cadeau du ciel s'exclament souvent les parents et à juste raison d'ailleurs. Mais attention, il ne faut pas oublier leur cadeau à eux, ils y tiennent les enfants, surtout à Noël et même jusqu'au dernier jour où oui, les rayons pour jouer des grandes surfaces sont pris d'assaut. Benjamin Kwame. Ce 25 décembre, M. Batazin, en compagnie de ses 4 enfants, se dirige dans ce centre commercial. Jour de célébration de la Noël. Un jour spécial pour ses enfants, il faut trouver quelques présents pour eux. Galil, à l'intérieur, réfléchit sur le choix de son cadeau. Ça y est, il a trouvé, il veut une montre. Maman, ça. Ses 2 sœurs, elles, sont encore indécises dans le choix de leur cadeau. Non. À la recherche eux aussi de leur cadeau, ces 2 bambins ont finalement fait le choix. Le même exercice est répété avec M. Nikiema et ses enfants. Elle, ses préférences sont des voitures. Oui, c'est un plaisir surtout. Quand on voit que l'année surtout a été difficile et qu'on arrive à pouvoir offrir un peu de cadeaux aux enfants,
Il n'y a rien de tel. Madame Traoré et sa fille ne dérobent pas à la règle. La Noël, la décoration et les cadeaux ne passent jamais inaperçus chez eux. Malgré quelques angoisses familiales, elles veulent marquer ces festivités. Je suis là ce matin pour faire plaisir à mes enfants. Les enfants, il faut toujours les faire plaisir. Mon mari même est malade et c'est ce qui a fait que j'étais obligée de venir ce matin parce que, bon, moi je ne comptais pas fêter. Mais quand je regarde mes enfants, j'ai compris qu'il faut faire quelque chose. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut payer les cadeaux. Noël, c'est pour les enfants. Il faut faire plaisir aux enfants. Ils disent qu'ils vont décorer la maison. C'est obligatoire. On n'est jamais âgé pour avoir un cadeau. Mais bon, on est là ce matin spécialement pour mon petit frère. Bon, on est là pour chercher quelque chose pour lui, comme lui, il est encore petit. On a tenu aussi à décorer la maison pour ne pas rester comme ça. C'est vrai que papa est malade, mais bon, que la maison soit un peu joyeuse, quoi. Peut-être que ça va l'aider aussi à guérir. Et à Marianne Traoré de nous surprendre quant au choix de son cadeau. Moi, j'ai déjà mon cadeau. Le fait d'être près de ma famille déjà, c'est une grâce. Parce que ces temps-ci, vraiment, bon, on a eu vraiment beaucoup de décès. Et vraiment, être en famille, c'est ça vraiment mon cadeau. Un présent donné à un enfant est symbolique. Il varie d'un parent à un autre. Le nouvel an, quand un enfant se réveille, il doit avoir un petit joli cadeau près de lui pour avoir la confiance en son père. Voilà, parce qu'un enfant qui se réveille le matin, ses amis ont des cadeaux, et lui il n'a rien. Bon, tu vois que c'est un peu frustrant là. Normal même. Mais c'est pas ça. Non. Mon petit, il doit devenir président. Donc, pas ça. Vous voyez ça, si tu n'as pas encore habillé tes braquets. C'est des petits jeux éducatifs. Ça les permet de jouer et ça les permet de se construire aussi, d'apprendre à faire des petits trucs, des petites choses. La célébration de la Noël et des présents à l'endroit des tout-petits, c'est une tradition pour plusieurs familles. En dehors du caractère sacramental de la fête, c'est un moment pour des pères et mères de famille, chrétiens ou pas, d'illuminer sa demeure et surtout redonner du sourire aux enfants à travers des présents. Une festivité qui est aussi bénéfique pour des prestataires aux abords des centres commerciaux. Ah, les sourires des parents et des enfants, que c'est beau. C'est cela aussi, la magie de Noël. Elle opère toujours, même quand les circonstances semblent moins favorables. Comme dans cette famille à Kaya, la ville qui accueille le plus grand nombre de déplacés internes. Parmi eux, Lamoussa Ouedraogo, une mère, et ses 6 enfants qui ont fui leur village dans la commune de Dablo, à 45 km de Kaya, où ils ont trouvé refuge. Comment ont-ils fêté leur deuxième Noël de réfugiés? Depuis la veille, les préparatifs jusqu'à ce 25 décembre, la messe, le repas, Arsène Konditamde les a suivis. Regardez, ce sont des images absolument exceptionnelles. Pour les enfants déplacés internes de cette concession, Noël cette année a une saveur bien particulière. Le Père Noël s'est souvenu d'eux et ce 24 décembre, on se prépare déjà pour la fête. Depuis longtemps, il marche pieds nus, mais il ne voulait que ce genre de chaussures pour ressembler aux autres enfants de Kaya. J'ai acheté cette chaussure à 3500 francs CFA. Ça, c'est pour Thérèse. Je les ai achetés à 200 francs CFA et 1000 francs CFA. Ça, c'est à Juliette. Je l'ai eu à 1000 francs CFA. L'année dernière, à pareil moment, aucun membre de cette famille n'avait le cœur à la fête. Ils avaient rejoint Kaya quelques mois plus tôt, en provenance de Daké, un village situé à 15 km de la commune de Dablo, fuyant les exactions des groupes armés terroristes. Cette année, passé la psychose, pas question de rater la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. Tous les achats ont été faits pour la cuisine, les plats ont été nettoyés, tout est fin prêt. L'année dernière, nous n'avons pas pu célébrer la Noël à cause de la peur que nous ressentions encore. Cette année, nous avons décidé de fêter ensemble. C'est une sorte de résurrection. L'année dernière, on avait juste mangé du thau. Pour cette année, c'est seulement le poisson que nous n'avons pas pour que la sauce soit meilleure. Sinon, nous avons déjà du riz et les condiments aussi. C'est le jour J, 25 décembre. Après la messe, chaque enfant s'est paré de son plus beau vêtement, cousu ou acheté pour la circonstance.
Pas de sapin ni de guirlande, mais sapé comme jamais. C'est la joie pour la petite Julienne et ses 5 frères et sœurs. Moi, j'ai bien mangé. J'ai eu de nouveaux vêtements, des chaussures neuves et je me suis coiffée. Je suis très heureuse. Au menu, du riz gras accompagné de poisson. Un plat concocté grâce aux allocations alimentaires octroyées par le Programme alimentaire mondial. Nos enfants ont bien mangé, ils ont eu des vêtements et des chaussures. Pour moi, c'est déjà suffisant et j'en suis heureuse. En tout cas, nous les mamans n'avons pas eu grand-chose. Comme vous le constatez, je n'ai même pas pu me coiffer. Mais vu qu'ils sont heureux, nous le sommes autant. C'est la deuxième fête de Noël que cette famille célèbre loin de son village. Noël est certes magique, mais pour cette mère de famille et ses enfants, le plus beau cadeau serait de retourner dans leur village. Ce que nous souhaitons, c'est que la paix revienne. Quand nous étions au village, la fête était bien meilleure qu'ici. Mais ici aussi, il y a des motifs de satisfaction, car comparativement à l'année dernière, nous sommes bien plus heureux. Mais l'année prochaine, nous voulons retourner chez nous. À Kaya, les déplacés internes sont de plus en plus nombreux. La magie de Noël a certes opéré pour cette famille, mais pour de nombreux autres arrivés récemment dans la ville, cette journée est aussi ordinaire que les autres. Voilà, un reportage très interrogateur sur l'essence même de la vie. Malgré la situation de presque précarité, cette femme et ses enfants semblent pourtant heureux. Une véritable invite à l'optimisme. Les enfants que nous allons vous montrer maintenant, eux, ont eu un peu plus de chance. Ils ont eu des jouets et aussi leurs sourires ont illuminé l'arbre de Noël organisé en leur honneur. Stéphanie Hien. Joyeux Noël à la Chambre de commerce et à tous nos parents. Tradition respectée ce 23 décembre, à 2 jours de la Nativité, c'est Noël anticipé à la Chambre de commerce du Burkina. Le personnel a réuni ses chérubins pour vivre cette fête de la solidarité en grande famille, dans la joie et dans l'amour. Par la voix de Elvis Ouedraogo, les tout petits expriment leur joie et promettent de toujours rendre fiers leurs parents. Au nom de mes camarades, amis, frères et sœurs, je prends la parole ce soir pour vous traduire toute notre gratitude pour ce table de Noël que vous organisez une fois de plus pour nous. Nous vous promettons de bien travailler à l'école, de réussir nos examens, afin de vous rendre davantage fiers de nous. Pour le directeur général de la CCBF, c'est une occasion pour eux de témoigner de l'amour aux enfants et surtout de leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent grandir en toute sagesse. La Chambre de commerce est une vieille institution qui a aussi une vieille tradition. Et c'est de communier chaque année avec nos enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et nous n'avons pas dérogé à la tradition cette année, malgré le contexte, parce que nous pensons qu'il est important de réunir nos enfants, de communier avec eux. Nous voulons, à travers cet événement, montrer qu'il y a un esprit de solidarité à la Chambre de commerce et nous communions avec eux. Nous souhaitons qu'ils puissent comprendre que nous constituons une famille. Nous n'avons pas toujours été présents lors des événements. Nous sommes tout le temps appelés à des missions. Alors donc c'est un moment de recueil, de regroupement. En tout cas pour les dire que nous sommes à leur côté, pour les soutenir aussi bien dans l'éducation, les soutenir également, en tout cas, tout ce qu'on peut pour les aider, en tout cas, à devenir des hommes de demain. Pour le plus grand bonheur des enfants, des cadeaux leur ont été offerts. Mascottes, humoristes, jeux quiz ont animé ce petit Noël à la CCBF. On reste avec les enfants pour cet autre arbre de Noël, celui organisé à l'endroit des enfants délaissés et orphelins de l'Acedo. Eh bien, là encore, la magie de Noël a fait une fois de plus son effet. Arsène Konditamde. La magie du Père Noël s'est manifestée avant date pour les enfants délaissés et orphelins de l'Acedo. L'histoire de l'association de secours aux enfants délaissés et orphelins remonte à 2003. Cette année-là, le docteur Euseb Alcinus Dombois, en poste au CMA de Pissi, à l'époque est appelé d'urgence pour aider à accoucher une dame qui vivait dans la rue.
Après l'accouchement, le médecin s'est soucié du sort de la mère et de son bébé. Les laisser dans la rue était impensable pour lui. C'est cette rencontre qui va l'amener à créer un centre de santé afin de voler au secours des enfants délaissés et orphelins. Pour l'ensemble de tous les enfants et leurs camarades, le Père Noël a parlé avant Noël à la faveur de cette table de Noël organisée pour la première fois par l'ACEDO. L'objectif de cette activité est d'offrir un cadre de récréation, d'affection aux enfants orphelins et délaissés du Burkina. C'est un échantillon des enfants, mais l'objectif est vraiment de leur offrir un cadre de récréation, un cadre d'affection, pour qu'ils puissent se sentir aimés, pour qu'ils puissent se sentir entre les mains des personnes qui ont vraiment qui les accordent de la valeur, qui ont de l'estime pour eux et qu'ils puissent se réjouir pour la venue du Père Noël. Les actions de l'ACEDO en faveur des enfants en difficulté pourront s'intensifier avec le partenariat naissant entre elle et l'ONG Amour du Prochain qui promet un accompagnement pour la construction d'une maternité au profit du centre. D'ores et déjà, des nouveau-nés vont bénéficier d'aide. L'engagement que nous avons venu de prendre, c'est d'offrir une maternité qui va s'appeler la maternité Amour du Prochain ACEDO, d'offrir un déplacement à 5 enfants de l'association ACEDO en France pour des congés et aussi vice-versa. En fait, le projet s'appelle Voir, entendre et parler autrement de l'Afrique, de sorte qu'on puisse au moins sortir un peu du cadre un peu obsolète que d'autres ont de notre Afrique. Et il y a aussi la signature de la prise en charge avec l'enfant Serge Patouendé à hauteur de 50 000 francs par mois pendant une durée de 2 ans et aussi une attestation de prise en charge scolaire pour 5 enfants à hauteur de 1 million de francs CFA pour l'année scolaire 2021-2022. Nous sommes là pour témoigner notre accompagnement à ACEDO qui fait œuvre utile parce que chaque enfant a besoin de ressentir de l'amour et de l'affection. Et cette association apporte cela aux enfants. Et ça réjouit les enfants et surtout l'éducation socio-sanitaire et socio-éducative. Parce qu'en éduquant les enfants pourront garder cette éducation, tout comme la Bible le dit. Ainsi l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Afin que l'association de secours aux enfants délaissés et orphelins puisse mener ses activités et offrir des soins de qualité aux populations, une demande de terrain a été faite aux autorités communales car le centre actuel s'avère exigu pour une demande qui va grandissante. Je vous amène maintenant à découvrir ces tableaux, des tableaux peints par des enfants en situation de déficience auditive. Ce ne sont peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais ils traduisent tout de même leur état d'esprit et le sens de la créativité que rien ne peut arrêter, même pas le handicap. Abdoulaziz Ossaré. Leur handicap ne les a pas empêchés de sortir leur génie créateur. Tous déficients auditifs, c'est à travers la peinture que ces enfants expriment leurs émotions ou imaginations. Pour leur exposition de fin de formation, certains ont reproduit des objets qu'ils utilisent quotidiennement, d'autres des endroits nostalgiques. Elle a voulu tout simplement traduire la beauté de la campagne, le village, voilà. Comment est-ce que les gens travaillent avec rigueur et autres, voilà. Et malgré tout ça, voilà, tu vois, ils ont une certaine fierté en quelque sorte. C'est ce qu'elle a voulu faire ressortir. Elle aime le village. Il a dessiné une ville, il trouve que c'est bien. Il aime la ville. Ce savoir-faire artistique, ces enfants l'ont appris en seulement 1 mois d'initiation en peinture sur toile. Une formation initiée par l'espace Soarba dans le cadre de son projet Coup de pouce. La peinture, pour moi, c'est un moyen d'expression. Et je me suis dit que ces enfants, comme ils ne parlent pas, ça pourrait être un meilleur moyen d'expression pour ces enfants-là. Donc, comme ils ne parlent pas, ils pourront bien s'exprimer à travers la peinture. D'abord, on a commencé par le dessin proprement dit, le dessin sur le papier. Voilà, ce qu'on appelle chez nous la technique de dessin. Et on a
commencé par le corps humain, on a divisé le corps humain, on a pris la tête, le tronc, les membres et tout. Après, on est allé beaucoup plus dans les perspectives. Et après les perspectives, c'est l'ombre et la lumière, on a étudié avant d'attaquer les mélanges de couleurs et pour finir maintenant avec les travaux sur les toiles. Le projet Coup de pouce bénéficie du financement du Fonds de développement culturel et touristique. Il complète à 200 le nombre de projets culturels financés par le FDCT depuis sa création en 2016. Au regard donc de la qualité donc des œuvres qui ont été produites, voilà, nous nous réjouissons donc nous pouvons dire que la subvention donc qui a été octroyée a servi à quelque chose. Et nous espérons qu'au bout de 2 ans, 3 ans, que ces bénéficiaires puissent être des artistes plasticiens confirmés. C'est ce que nous attendons. Comme résultat, comme effet, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Au total, 10 enfants déficients auditifs sont bénéficiaires de la formation en peinture sur toile. Après leur exposition, des attestations leur ont été remises. Tout autre chose à présent, au ministère en charge de l'environnement, l'heure est plutôt au bilan. C'est le 2e conseil d'administration du secteur ministériel, un CACEM, pour mieux canaliser les ressources, évaluer les acquis, mais également mettre en avant les actions à réaliser pour 2021. Par exemple, l'un des défis majeurs à relever, c'est de poursuivre la sécurisation des forêts, souvent occupées par les bandes armées. Le point de tout cela, Benjamin Kwame. C'est le 2e et dernier conseil d'administration du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. Nestor Bassio-Bassière et ses agents font le bilan de leur activité et dégagent des perspectives pour 2021. Un CACEM pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière d'environnement. Dans ces défis majeurs à relever, le patron de l'économie verte entend sécuriser davantage les forêts occupées par les bandes armées. Nous avons compris qu'aujourd'hui, il serait impensable que les forêts, nous, en tant que forestiers seuls, puissions faire face à ces défis. C'est pour cette raison que nous avons mis en place pratiquement un accord tripartite signé entre mon département et les autres forces de défense et de sécurité avec des partenaires. Aujourd'hui, c'est l'opérationnalisation très prochaine, bien sûr, de la brigade mixte. Une brigade mixte composée, bien sûr, de forestiers, de militaires et de gendarmes, pour qu'ensemble, nous intervenons, bien sûr, dans ces forêts massives afin de les libérer. Dans son plan d'action intervenant dans le plan national de développement économique et social, également à son terme, le ministère indique avoir immatriculé 17 forêts classées, suivi d'autres actions liées à l'éco-citoyen. Nous avons élaboré la stratégie nationale et le plan d'action en matière d'économie verte aujourd'hui. Nous avons également engagé le processus de mise en œuvre des éco-villages. Nous l'avons également réalisé. Au niveau, en ce qui concerne l'éducation environnementale, nous sommes dans la sensibilisation, dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils permettant bien sûr aux Burkinabés de changer de comportement quand on sait qu'on a besoin de chacun pour que chacun bien sûr puisse apporter sa pierre à la protection de l'environnement. Un résultat moins satisfaisant pour cette année, c'est la mise en œuvre des éco-villages. Sur 2000 envisagés, 100 sont réalisés à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre d'un certain nombre de villages au nombre de 100 où l'ensemble des investissements ne sont pas encore totalement, l'ensemble des composantes dans les différents éco-villages. Et bien sûr, les éco-villages pilotes ont été réalisés, mais il nous reste encore un défi parce qu'aujourd'hui, c'est une initiative et non un projet. Et aujourd'hui, je pense que le défi à venir, c'est que le ministère doit travailler à la mobilisation des ressources extérieures, des ressources innovantes, pour mettre en place ces éco-villages. Pour parvenir à cette fin, le ministère en charge de l'environnement mise sur un budget de plus de 29 milliards de francs CFA. Au ministère en charge de la jeunesse, même exercice, conseil d'administration du secteur ministériel, même objectif, faire le bilan des activités, mais aussi se projeter dans l'avenir. Archimède Boy. Plus de 200 000 emplois créés au Burkina Faso cette année, selon le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce chiffre est à mettre à l'actif des actions du département de Salifou Thiem Touré. Une véritable satisfaction pour le premier responsable du dit ministère qui l'exprime en marge du 2e CACEM, conseil d'administration du secteur ministériel tenu ce 22 décembre. Personnellement, nous dirons que notre bilan est satisfaisant
parce que quand nous prenons donc pour la promotion donc, de l'emploi, nous sommes à plus de 284 000 emplois nouveaux créés sur un objectif donc, de 300 000 que nous visons. Donc déjà là, nous sommes à près de 90%, ce qui est important. Plus de 1000 jeunes ont bénéficié d'un permis de conduire. 15 000 ont été mobilisés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et un conseil national de l'économie informelle a été mis en place. Toutes ces réalisations sont entre autres les acquis majeurs du ministère. Nous avons réussi donc à mettre en place donc l'Agence nationale de la formation professionnelle, et qui est une agence qui regroupe l'ensemble donc des centres de formation publics, mais qui a aussi des connexions avec l'ensemble donc des 500 centres privés de formation. Et là, ça nous permet donc de mutualiser donc l'ensemble des forces, l'ensemble donc des compétences et de booster donc la formation professionnelle. En 2021, des unités mobiles de formation professionnelle verront le jour dans toutes les régions du pays. Objectif, porter la formation professionnelle auprès des populations dans les villages les plus reculés, indique Salifou Tiemtoré. Et maintenant, cette question, comment se porte l'éducation arabo-islamique dans le Sahel? La question était au centre d'une recherche menée par l'AREB. Quels résultats a-t-on obtenu? Élément de réponse, Justin Amonto. Vous avez le Burkina. Au Burkina Faso, l'étude arabo-islamique peine à s'installer. Néanmoins, des avancées sont enregistrées avec l'installation des écoles arabo-islamiques dans certaines zones du pays. L'AREB, l'atelier de recherche sur l'éducation et la recherche au Burkina Faso, a mené une étude à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou sur le sujet. Ce sont les résultats de cette étude qui sont ici présentés aux principaux acteurs. Nous avons actuellement des résultats qui portent sur déjà l'état des lieux. Qu'est-ce qui est fait en matière d'éducation arabo-islamique au niveau du Burkina Faso? Nous avons identifié des productions scientifiques intéressantes. Ce sont des articles scientifiques, des productions académiques, notamment des thèses et des mémoires de master, mais également des rapports d'études. Nous les avons tous répertoriés, analysés, et nous avons donc ce répertoire qui existe aujourd'hui. Pour la mise en œuvre effective de l'éducation arabo-islamique au Burkina Faso, ses principaux acteurs échangent sur le thème éducation arabo-islamique au Sahel. Nous avons une idée sur les structures qui travaillent présentement sur cette thématique. Nous avons également pu réunir un certain nombre d'informations sur l'historique de ces institutions d'enseignement arabo-islamique au niveau du Burkina Faso. Vous savez que ça commence par les écoles coraniques. Il y en a actuellement vraiment des milliers. Et nous avons ensuite les médersa et puis les écoles franco-arabes qui se rapprochent beaucoup plus des structures éducatives officielles. Menée dans 5 pays du G5 Sahel, en plus du Sénégal, pour mieux comprendre la dynamique de développement de l'éducation arabo-islamique, l'étude a bénéficié du soutien technique de l'Institut de recherche pour le développement et du soutien financier de l'Agence française de développement. Vous la connaissez peut-être, l'ANPTIC. Eh bien, c'est l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication. Elle met tout en œuvre pour le développement d'un environnement numérique propice au travail de l'administration publique. Dans ce cadre, elle a mené un atelier de cadrage du RESINA, le réseau informatique de l'administration. Le but est d'élaborer une feuille de route pour les 10 prochaines années. Arsène Konitamde nous en dit plus. L'ANPTIC, l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication, veut améliorer l'environnement numérique de l'administration burkinabé grâce au RESINA, le réseau informatique de l'administration. Un réseau qui abrite environ 2000 sites et met en synergie environ 30 000 utilisateurs. L'agence mène une étude pour évaluer le niveau de performance du RESINA. Cette étude comprend plusieurs volets et va entre autres consister à faire l'audit de cette infrastructure numérique.
L'étude va consister donc à faire une évaluation exacte des besoins de l'ensemble des utilisateurs, des composantes donc du réseau. Et cela va donc nous permettre de nous projeter dans l'avenir pour les 10 prochaines années, en élaborant donc une feuille de route de déploiement année par année de ce réseau-là, avec les services qu'il faut, avec les infrastructures dans lesquelles il faudra donc investir d'année en année. Un autre volet de cette étude porte sur le dossier patient, une initiative qui vise à informatiser toutes les informations sanitaires des malades du Burkina Faso. Le patient est au cœur du système sanitaire. Voilà, tout tourne autour du patient. Les réflexions qui seront développées au cours de l'étude vont certainement nous permettre de disposer des éléments pratiques pour mettre en œuvre cette ambition-là. Prennent part à cet atelier les responsables des services informatiques de l'administration, les structures en charge de l'administration et des finances et le ministère en charge de l'économie numérique. Voilà, et pour terminer cette information, triste information qui est tombée aujourd'hui, même 25 décembre, eh bien, l'opposant malien Soumaïla Cissé est décédé à Paris des suites de la Covid-19. Soumaïla Cissé, vous vous en souvenez, avait été kidnappé par les terroristes avec lesquels il avait passé près de 6 mois, un peu plus d'1 mois seulement après sa libération. Eh bien, il a perdu la vie aujourd'hui même à Paris des suites de la Covid-19. Il était considéré comme le candidat favori pour les prochaines élections présidentielles au Mali, élections qui ne verra pas. L'information a créé le mois dans presque toutes les capitales africaines. Il aura profité de sa liberté retrouvée à peine 3 mois. Soumaïla Cissé a succombé au Covid-19 en France. Le principal opposant malien, âgé de 71 ans, avait été kidnappé par les djihadistes le 25 mars dernier, alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Il avait été relâché en octobre en échange de la libération de 200 détenus djihadistes. L'opération menée alors par le Mali avait pour principal objectif la libération de Soumaïla Cissé, personnalité nationale la plus éminente kidnappée dans ce pays depuis 2012. Mais l'intervention malienne avait aussi profité à Sophie Petronin et 2 otages italiens. La Française a été retenue par les djihadistes pendant 4 ans. Ses déclarations après sa libération avaient fait polémique en France. J'ai aucun problème de santé, je vais bien, j'ai perdu un peu de... Voilà, et c'est sur ces images que prend fin ce journal. Joyeux de Noël à toutes et à tous. Et puis, restez concentrés, portez vos masques et vos casques. Et puis, on se retrouve demain à 19h30, à la même heure ici même, pour le journal. Au revoir et bonsoir.